réalisé par Raoul Peck. Nous avons pour cet événement un invité, Abraham Benjo, de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Donc nous vous invitons à rester après la séance pour échanger ensemble, voilà, sur ce qu'on aura vu, sur les sujets qui auront été évoqués dans le film. Bon, je crois que Julie a tout dit. Je vous donne rendez-vous après la projection. Je vous laisse découvrir cet extraordinaire documentaire et je pèse mes mots. Tout à fait. Peut-être que vous connaissiez déjà Raoul Peck pour son précédent documentaire I Am Not Your Negro, qui est sorti en 2016 et qui a été nommé aux Oscars et à la Berlinale également. Suite à la sortie de ce film, la famille d'Ernest Cole a contacté Raoul Peck donc pour lui dire que voilà, ils avaient hérité de photographies, de négatifs. Et lui, dans un premier temps, s'est dit, bah, voilà, je vais les aider à les conserver, je vais les aider sur ce sujet. Et puis, je pense qu'en s'intéressant justement à ce photographe qu'il connaissait par ailleurs, évidemment, ce photographe sud-africain, fil en aiguille, il en est venu à faire un film. Donc je vous laisse le découvrir, j'en dis pas plus, et je vous dis à tout à l'heure et bonne projection. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un film coup de poing. Je pense que nous serons tous d'accord là-dessus. Donc, je me présente à Abraham Benjo, donc j'anime la commission culture de la LICRA, qui est la doyenne des associations antiracistes françaises. Elle a été créée en 1927, et qui est fondée sur les principes républicains et universalistes. Si ça intéresse quelqu'un, on pourrait en parler tout à l'heure pendant le cours, mais je ne suis pas là pour faire la pub, mais pour discuter avec vous de ce film. Peut-être deux mots pour commencer, avant de vous passer très vite la parole. Deux mots à propos de Raoul Peck. Julie a dit tout à l'heure l'essentiel. Peut-être rappeler quand même qu'il est haïtien, il est né à Port-au-Prince. Peut-être aussi rappeler qu'il a été même ministre de la Culture d'Haïti pendant une brève période, et qu'il a été président de la FEMIS en France, la grande école de cinéma, de l'ancienne IDEC. Donc il n'a pas fait que réaliser des films. Il en a réalisé beaucoup qui, presque tous, ont été primés, et qui tous reposent sur la même obsession, qui est de rendre la parole à des personnages noirs, se trouve pour la plupart, mais à des personnages que l'histoire a un peu oubliés, a négligés, et donc seuls quelques occidentaux de bonne volonté en ont parlé, et lui a tenu à leur rendre la parole, et souvent à la première personne, comme nous aurons pu le voir ici. Deux mots encore sur Ernest Cole lui-même. Donc il est né en 1940 près de Pretoria, à quelques kilomètres de Pretoria, comme c'est rappelé dans le film. Il a donc passé la première partie de sa vie à documenter, comme ils disent dans l'anglicisme, à photographier en fait l'apartheid au péril de sa vie. Et ce n'est que lorsque c'est devenu vraiment trop dangereux pour lui qu'il a choisi, si on peut dire, qu'il s'est résigné plutôt à l'exil. D'abord une courte période en Europe, et puis c'est donc fixé à New York en 1966. C'est l'année suivante que paraît House of Bondage, la maison des servitudes, qui est le livre de photos qui a révélé l'apartheid au monde, à tous ceux qui ne le connaissaient pas parce qu'ils ne l'avaient pas éprouvé, parce qu'ils ne vivaient pas en Afrique du Sud. Ce livre a été vraiment salué comme l'un des grands livres de photos du XXe siècle, l'un des plus importants livres de photos du XXe siècle. Et c'est lorsque le livre est sorti, d'ailleurs aussitôt bien sûr interdit en Afrique du Sud, et c'est à ce moment-là qu'il a perdu sa nationalité, il est devenu apatride. Jusque-là, c'était un Africain du Sud en exil. À partir de là, il devient apatride.
vous avez pu voir évoluer sa vie et sa carrière tout au long du film, nous en reparlerons certainement. Il meurt donc d'un cancer du pancréas, abandonné de tout, c'est presque oublié. En 1990, il n'avait pas encore tout à fait 50 ans, et quelques jours après, ça n'est pas une trouvaille de cinéaste, ça n'est pas du bluff. Quelques jours à peine après la libération de Nelson Mandela. Quant aux 60 000, fameux 60 000, ce n'est pas rien, négatif, retrouvé mystérieusement dans ce coffre d'une banque suédoise. Le mystère apparemment reste total. Houellebecq souligne d'ailleurs dans une interview qu'il aimerait bien que des journalistes se penchent sur ce mystère et parviennent peut-être à l'élucider. Voilà, je n'en dirai pas plus pour l'instant. Je voudrais surtout vous donner la parole pour que vous puissiez vous exprimer sur ce film qui est une très grande richesse. On peut parler à la fois des aspects cinématographiques, évidemment, mais des aspects historiques aussi. On peut parler de photographie, ça n'est pas du tout ma spécialité, mais si dans la salle, certains ont des choses à dire sur ces extraordinaires photos. Mais enfin, sur le film lui-même, sa construction, ses procédés narratifs et cinématographiques. La parole est à vous. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Rodolphe, je suis de Morangis. Donc je trouve que ce film il est assez étonnant en fait finalement dans sa construction, dans sa mise en scène. C'est assez atypique. On n'a pas l'habitude de voir des films finalement réalisés de cette manière, ce qui en fait un peu un film assez unique en son genre. En tout cas, voilà, à mon goût. La question que je me pose, c'est le choix de Ernest Cole de partir en exil aux États-Unis, dans la mesure où on sait qu'aux États-Unis, la question noire fait toujours débat depuis très longtemps. Et par rapport à ce qu'il vivait justement en Afrique du Sud, voilà, moi je m'étonne un peu qu'il ait choisi de partir là-bas, puisque c'est un pays où pendant de nombreuses années, les Noirs ont subi effectivement des mauvais traitements. Et donc la question que je me posais, c'est qu'est-ce qu'il a voulu aller chercher finalement, ou qu'est-ce qu'il pensait trouver aux États-Unis, puisqu'on sait que les États-Unis, le rêve américain, voilà, c'est une belle histoire, mais on se demande si vraiment ça existe. Alors, je ne peux évidemment pas répondre à la place d'Ernest Cole, mais je pense qu'effectivement, ce qui l'attire aux États-Unis, qui est, bon, d'abord, c'est un pays anglophone, et on sait qu'en Afrique du Sud, on parle afrikaans, mais on parle aussi beaucoup l'anglais. Il ne sera donc pas trop dépaysé sur le plan linguistique, et puis c'est le rêve américain, et le rayonnement culturel, artistique de New York. Il n'a pas choisi d'aller n'importe où aux États-Unis, il va à New York, qui n'est pas une ville exempte de défauts, tant s'en faut au contraire, mais enfin c'est New York, ça n'est pas le Sud profond, ce ne sont pas les États racistes qui n'ont toujours pas digéré la guerre de leur défaite contre la guerre de sécession des États-Unis, etc. Donc j'imagine que c'est ça, c'est ce qui l'attire, c'est le rayonnement de cette métropole mondiale sur le plan artistique et de tous les points de vue. Mais c'est aussi le fait que, contrairement peut-être à ce qu'on peut imaginer, et à ce que d'ailleurs vous avez dit, je ne suis pas sûr qu'il ait su, avant même de mettre les pieds aux États-Unis, ce qu'était la réalité raciale aux États-Unis. Dans son esprit, l'enfer, c'est le mot qu'il emploie, c'est l'Afrique du Sud, c'est l'apartheid, c'est ce régime absolument insupportable et sûr de son bon droit. Il y a des lois très précises qui détaillent de manière obsessionnelle les écriteaux dans les rues, ce qui est pour les blancs, ce qui est pour les noirs, de manière obsessionnelle. Pour lui, le racisme à l'état pur, c'est l'Afrique du Sud. Pour les États-Unis, il n'est pas tout à fait au courant, il le découvre au fur et à mesure, et jusqu'à dire, c'est une parole très forte du film, il dit: quand j'étais en Afrique du Sud, j'avais peur d'être arrêté. Quand je photographie des gens
dans le sud des États-Unis, j'ai peur d'être tué. Et, bon, pas tout à fait pareil. Mais aussi, il y avait un grand mouvement social aux États-Unis contre. Alors, bien sûr, d'ailleurs, on voit à un moment donné des affiches sur Martin Luther King et quelques autres opposants. Il y a en effet le mouvement des droits civils aux États-Unis. Oui, on se battait pour les droits civils. Absolument, oui, oui. Là où la situation est bloquée en Afrique du Sud pendant très longtemps, il y a des révoltes, parfois des émeutes, parce que parfois le couvercle, comme on dit, de la marmite explose. Mais elles sont rares et elles ne sont pas suivies d'effets positifs. Aux États-Unis, il y a une vraie lutte, un vrai combat et de vraies conquêtes. Enfin. À cette époque, dans les années 60, enfin, un livre de photos qui sort à New York a un écho très fort, puisque tout le monde se rend compte de ce qui se passe en Afrique du Sud à travers ce livre. Bon, c'est presque magique, ces photos, et voilà, on se dit aujourd'hui, d'abord on dit, je ne sais pas si c'est encore possible de mobiliser des gens par des photos, on est tous sevrés d'images de tous les côtés, qu'à la limite, même les photos de ce qu'on voyait à Gaza, voilà, ne mouvez pas plus que ça le monde. Non, je n'ai pas de réponse à c'est plus une remarque qu'une question. Je pense en effet que le mode de transmission de l'information a beaucoup changé, pas forcément bien, mais a beaucoup changé depuis l'époque de ce livre, qui n'est pas seulement un livre, c'est pas seulement des photos comme on peut en voir ici ou là. C'est un grand artiste, c'est un photographe de très grand talent. Alors, encore une fois, je ne suis pas photographe et je ne me donnerai pas la ridicule ici de prétendre analyser ces photos, mais elles sont obsédantes. Vous verrez, moi j'ai d'abord vu le film chez moi sur mon écran d'ordinateur, je viens de le voir pour la première fois sur un grand écran. C'est des photos qui ensuite vous obsèdent, vous y repensez. Je ne vais pas exagérer, mais elles sont construites parfois comme, vous savez, un tableau les Ménines de Velázquez, telles que les analyses Michel Foucault. C'est-à-dire, vous avez un personnage qui regarde un autre, qui vous regarde. Il y a des regards croisés. Et d'ailleurs, il en est pleinement conscient. Il le dit, je vous vois. Ce jeu entre l'œil du photographe, l'œil du personnage ou de plusieurs personnages. Par exemple, la photo incroyable d'un policier qui est en train d'arrêter un jeune noir, de 3 femmes qui regardent, d'un jeune homme qui se penche, et puis le témoin, le blanc témoin, la main dans les poches. Tous ces croisements de regards, ce sont des œuvres d'art. Et donc l'impact sur ceux qui ont pu consulter ce livre de photographie est d'autant plus grand. Ce ne sont pas seulement des documents. Raoul Peck dit assez souvent qu'il ne fait pas de différence fondamentale entre un documentaire et une fiction. Non pas que quoi que ce soit de ce que vous ayez vu ce soir soit fictionnel. Tout est documenté, enfin, rigoureusement, ça en est tenu au fait. On va peut-être tout à l'heure dire un mot de la voix off, qui est censée être la voix de Paul. Il ne s'autorise jamais à mettre des mots dans sa bouche qu'il n'aurait pas pu dire, qui ne se fondent, non pas qu'il ait écrit ces choses-là, mais qui ne se fondent sur des faits tout à fait prouvés, etc. Donc voilà, son documentaire repose sur des réalités, mais il est construit comme une œuvre de fiction. Je crois que c'est ce que disait le monsieur tout à l'heure. C'est un film de ce point de vue-là très riche, parce qu'il fonctionne exactement comme une narration romanesque. Et de même, je pense, Peck, les films de fiction n'ont de poids, d'intérêt, d'impact que quand il remue un terreau de réalité. Mais je reviens à cette affaire de l'Amérique raciste, non pas de l'apartheid au sens sud-africain, mais de la ségrégation qui a existé. Il y a des choses qui subsistent, en effet, et même dans l'inconscient des gens qui lui veulent plutôt du bien. Il se trouve qu'à la LICRA, nous défendons une vision, comme je le disais, universaliste du monde, c'est-à-dire que nous pensons que
Il ne faut pas être une femme pour défendre les femmes, il ne faut pas être un noir pour défendre les noirs, il ne faut pas être juif pour défendre les juifs. Voilà, ces choses-là. Or, que se passe-t-il dans la vie d'Ernest Cole? Et c'est d'une tristesse infinie. Quand il arrive à New York, il a envie de faire des tas d'autres choses. C'est ce qui figure en exergue au début du film. Un homme total constitué de plusieurs expériences, et pas d'une seule. Et il sent qu'il a il a en tout cas l'envie de le faire, et il sent qu'il a la force de se livrer à des travaux sans doute photographiques, c'est son métier, ce qu'il sait faire, mais dans des domaines extrêmement différents. Et que lui propose-t-on à lui qui sort à peine de cet enfer de l'apartheid, de se rendre dans le sud profond pour aller photographier la misère des Noirs? Ça s'appelle l'assignation à résidence. C'est ça qu'il faut que, en tout cas, les associations antiracistes combattent avec la plus extrême fermeté. L'assignation à résidence. Vous êtes un Noir, vous allez photographier des Noirs, c'est ça que vous savez faire. En plus, vous l'avez déjà fait très bien, donc continuez. Voilà. Ça me paraît extrêmement important. Sur la voix off, des remarques, des questions. Alors je vous informe, vous n'avez pas de raison de le savoir, que la voix off que vous entendez, c'est celle de Raoul Peck, c'est le réalisateur lui-même qui a tenu à être la voix d'Ernest Cole, d'un bout à l'autre. Mais qui parle? Bon, c'est censé être Ernest Cole, bien sûr, mais vous n'avez pas une remarque, oui? Vous n'avez pas une remarque à faire là-dessus? Est-ce qu'il y a des... Bon, encore une fois, tout ce qu'il dit est documenté pour être vrai, mais il y a tout de même des passages où ça ne peut pas être lui, ça ne peut pas être Ernest Cole. Ben, c'est ça, il y a de nombreux... C'est scénarisé ou c'est un texte scénarisé ou c'est issu de mémoire? Alors, Raoul Peck s'en est bien expliqué parce que là, il a voulu être très scrupuleux sur cette question. Il s'est servi d'écrits d'Ernest Cole, des lettres, des échanges qu'il a pu avoir autour de son livre House of Bondage, parfois des interviews. On le voit deux ou trois fois interviewé, où il s'exprime. Mais enfin, beaucoup de lettres. Par exemple, la formule que j'ai citée tout à l'heure, un homme total et fait de plusieurs expériences. On a vu cet extrait de la lettre qu'il envoie au gouvernement norvégien pour solliciter la possibilité de voyager en Norvège. Donc il y a ça, il y a les échanges qu'il a pu avoir, Raoul Peck, avec la famille d'Ernest Cole, ses héritiers, ceux qui gèrent maintenant un patrimoine qui est considérable, parce que tous ces clichés, lui il meurt dans la misère, il meurt quasiment SDF et sans le sou et oublié, mais maintenant ce patrimoine est considérable et la famille gère ce patrimoine, en particulier ce neveu qu'on voit assez sympathique, qu'on voit de temps à autre, qui va en Suède récupérer les clichés, etc. Et bon, Raoul Peck a eu de nombreux entretiens avec la famille, et c'est à partir de tout ça qu'il écrit ce discours, si je puis dire, de Cole, mais c'est évidemment reconstitué. On n'a pas. Et alors, évidemment, il y a plusieurs occasions où c'est strictement impossible, puisque Cole évoque sa mort, ou bien, là, il faudrait que je parle aussi de la construction du film, ou bien évoque des événements qui n'ont eu lieu que longtemps après sa mort. Elle la découvre à un moment donné, à la première personne, la même voix de Raoul Peck, qui est censée être la voix de Cole, parle de la banque suédoise et dit oh mais maintenant de toute façon ça n'importe peu. Ben oui, il est mort depuis 30 ou 40 ans. Et là c'est des passages où quelqu'un qui croirait naïvement que c'est Cole qui est en train de parler dirait non, là c'est plus possible, il est en train de parler de parler de sa propre mort, donc c'est impossible. Je ne sais pas, pour prendre une comparaison incongrue. Vous savez, au XVIIIe siècle, quand on a commencé à interroger l'authenticité des récits bibliques, le premier qui a osé le faire ça, qui était un prêtre, qui se mettait en danger, il dit, mais
le Pentateuque est censé avoir été écrit par Moïse, bon, admettons, jusqu'au 20 ou 30 derniers versets. Là, c'est plus possible, puisqu'il se raconte sa propre mort. Donc, c'est pas lui. Donc, il faut bien que ce texte ait été écrit et à partir de là. Bon. Et bien là, il se passe un peu pareil. C'est quelqu'un qui penserait que c'est, effectivement, Paul, c'est juste une... Raoul Peck s'est contenté de transcrire les paroles du photographe, est bien obligé de comprendre qu'il s'agit d'une construction romanesque, en l'occurrence cinématographique. Oui. Ouais, c'est le ton qui m'a aussi interloqué, parce qu'en fait c'est toujours un ton assez neutre, interrogatif, il observe. Et pourtant c'est quand même une question assez dure sur les traitements qu'ils subissent en Afrique du Sud. Et il n'est jamais vindicatif ou à accuser. Ça c'est assez surprenant. Ouais. C'est évidemment beaucoup plus efficace, après c'est mon opinion, que les hurlements. Absolument. Voilà. Absolument. C'est cette façon, en effet, objective et de dire les choses. C'est un film qui mélange, c'est aussi une de ses richesses, qui mélange le personnel, l'intime même, avec des passages déchirants quand il dit c'est juste une notation en passant, comme vous disiez, la chaleur de l'amour me manque. Ou dans sur le même registre, quand il croise son ami qui est une femme indienne, qui est belle et intelligente, quel homme chanceux, dit-il. Il y a tous ces aspects personnels ou intimes, il y a des aspects historiques, on raconte l'histoire, de l'apartheid, moins de la ségrégation aux États-Unis, parce que c'est pas le sujet, même si on la voit. Et puis il y a des aspects purement politiques, mais au sens plein du terme. Non seulement ce film est une arme de combat, mais il rapporte des événements et des situations politiques. Je dirais même, bon, on peut en discuter, je dirais même qu'il y a des aspects humoristiques dans ce film. Parfois de l'humour involontaire. Ce sont tous ces politiciens qui se tortillent pour expliquer pourquoi l'apartheid c'est vraiment pas bien, mais enfin les sanctions elles nuisent au peuple plus qu'avant, etc. Bon, là, c'est assez amusant. Il y a 2-3 passages comme ça, mais c'est surtout un film, il me semble que ce film politique, historique, intime, est un film poétique. Il y a beaucoup de, me semble-t-il, de manière de le montrer, mais moi ce qui m'a le plus frappé, c'est dans cette voix absolument envoûtante, cette voix off envoûtante, c'est les litanies, les répétitions. Il y a, comme ça vous l'avez remarqué sûrement, des formules qui reviennent souvent. J'ai le mal du pays et je ne pourrai jamais y retourner, ça revient plusieurs fois. Ou bien, qu'attendait-il de moi? Que me voulait-il? Ça revient aussi. On pourrait en trouver d'autres qui construisent, enfin qui tiennent ce récit, qui part sinon dans tous les sens. Et surtout, qui part dans tous les sens chronologiquement. C'est pas une narration, bien sûr, au début on parle d'Ernest Cole en Afrique du Sud après Torga qui fait son travail, qui s'installe un peu après sa mort, mais ensuite il y a des va-et-vient perpétuels chronologiques. Tantôt on est après la mort de Cole dans cette banque suédoise, parfois on est aux États-Unis, parfois on revient à la loi de 1927 en Afrique du Sud qui codifie l'apartheid. Enfin, il y a comme ça des allers-retours entre le présent et le futur qui pourraient, je pense, oui. D'accord, qui pourrait faire que le film parte dans tous les sens, qu'il soit difficile à suivre, et ce qui tient, ce qui structure, me semble-t-il, le film, c'est cette voix off parfaitement conçue. Et j'ajouterais aussi, de mon point de vue, c'est parce qu'il y a le thème artistique de la photographie, le thème de la condition des Noirs, et puis il y a l'exil. Pour moi, c'est aussi le fil rouge entre les deux pays et ce drame qui fait qu'il ne pourra jamais rentrer chez lui.
sauf après sa mort. C'est ça. Oui, sous forme de poussière. J'ai pas trouvé beaucoup de renseignements dessus, mais du coup, le lien qu'il y a aussi avec le réalisateur, Raoul Peck, qui a connu l'exil. Bien sûr, il l'a dit, c'est explicite, pas dans le film où Raoul Peck ne parle pas de lui. Encore que dans la voix off d'Ernest Cole, il y a Ernest Cole et il y a bien sûr beaucoup de Raoul Peck lui-même. Mais effectivement, dans des interviews, il a souligné à quel point il a été attiré par ce thème d'Ernest Cole et qu'il a eu envie de faire ce film parce qu'il retrouvait en lui son frère en exil, en effet. Alors, comme il le dit quelque part, deux situations très différentes. Ernest Cole fuit le pays de l'apartheid, lui fuit une dictature sanguinaire qu'est la République d'Haïti à l'époque où il est né, où il a grandi, les Duvalier, c'est l'époque de Papadoc, etc., les Duvalier. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques que vous souhaiteriez faire? La musique du film est très belle. Oui. Elle apporte énormément et en même temps, elle n'est pas envahissante. C'est un support extraordinaire. Oui. C'est vrai qu'il y a un vrai travail sonore. Là, je me rendais compte parce que moi aussi, c'est la première fois que je le voyais sur grand écran. J'avais vu que sur petit écran. C'est le travail sonore. On voit les photographies, mais on n'entend les pas. On entend les rires, on entend les ambiances. Et c'est vrai qu'autant vous en parliez, il y a un vrai travail de reconstitution de la parole d'Ernest Cole à travers les écrits, les dires de ses proches, etc. Il y a aussi un vrai travail de reconstitution pour créer ce documentaire un peu comme une fiction finalement, en recréant un peu, en redonnant tous les éléments. Tout à fait. Et oui, le son est très important dans ces films. Vous avez remarqué que assez souvent, lorsqu'on monte des clichés, on entend le déclic de la caméra, de l'appareil. Bon, c'est un peu facile comme commentaire, mais quand même, c'est une forme de matérialité. Ce que vous voyez là, cette image, elle ne tombe pas du ciel. C'est quelqu'un qui l'a créée avec ses mains, avec son appareil, avec son esprit. C'est l'aspect matériel de l'œuvre d'art qui est symbolisé par ce simple clic qui montre que c'est un artiste qui travaille, c'est pas une image comme ça. Et qui sait à quel point, d'ailleurs, on peut, à partir d'une image, raconter des choses. Aujourd'hui, ils sont retournés dans sa tombe, le malheureux Ernest Cole, en découvrant la post-vérité, etc. Mais il dit déjà, quiconque essaye de mettre quelque chose dans un cadre, ment. Et il dit d'une manière un peu désabusée, la photo est un mensonge, toute photo est un mensonge. Enfin, bon, parfois c'est le mensonge qui dit la vérité, comme dirait Aragon. C'est un peu compliqué. Mais c'est cette idée qu'effectivement, il y a de l'artifice. Ça ne tombe pas comme ça. Et ça pourrait être aussi quelque chose qu'on pourrait appliquer à ce film tel qu'il est construit, qui se présente de manière très simple, de suivre la pauvre vie son bref d'Ernest Cole, mais le film est beaucoup plus complexe que ça. Mais en même temps, c'est aussi une narration. On voit le personnage s'enfoncer dans la misère, dans la solitude, peut-être dans la folie. On a beaucoup dit dans la drogue, le nid. Enfin, Raoul Peck, dans son nom, le nid, moi je n'ai aucune information là-dessus, mais comme il dit, je ne l'ai jamais fait, mais pourtant j'aurais eu bien des raisons de le faire. Ouais. Eh bien, pour ceux qui auraient la chance de ne pas encore avoir vu You Are Not My Negro, je vous conseille d'aller le voir si ça repasse, et puis ça doit se trouver facilement en vidéo à la demande, etc. C'est un très beau film aussi, autour de l'œuvre de James Baldwin. L'autre, c'était Lumumba. J'ai arrêté dans ce que je voulais dire. Voilà, il a fait des documentaires sur Lumumba, sur Baldwin et sur Ernest Cole, toujours dans cette même perspective de rendre la parole à des personnages qu'on croit connaître, pas toujours. Lumumba, on croit le connaître, c'est plus compliqué que ça. Baldwin, je crois que beaucoup l'ont découvert à l'occasion de ce documentaire de Raoul Peck. Et quant à Ernest Cole, sauf à être photographe, les gens ne le connaissent plus.
questions. Oui. Non, c'était juste une remarque. Ernest Seul, il est considéré comme un des piliers de la photographie qu'on appelle de rue. Et la photographie humanitaire, c'est considéré comme un des premiers photographes africains-américains. Et c'est le premier photographe, le plus jeune photographe sud-africain. Oui, très jeune. Il a collaboré sur pas mal de clichés avec Olivier Roth-Toscani à New York. Et il y a un travail d'ailleurs qui a été retracé, qui était au diplôme pendant une semaine avec l'occasion d'une collaboration et d'une masterclass qu'il y avait par Olivier Roth-Toscani, malheureusement décédé il n'y a pas très longtemps. Merci pour l'information. Et lui-même se réclamait explicitement souvent de Cartier-Bresson. C'est d'ailleurs ce qu'il dit quand il arrive aux États-Unis. Et c'est ça que j'ai envie de faire. J'invite non pas de continuer à photographier des Noirs qui vivent dans la misère et qui souffrent. J'ai envie de faire d'autres choses dans le sillage de son maître, entre guillemets. Et là, j'avais rencontré Cartier-Bresson. Je vous invite à prolonger la discussion autour du pot offert par les bénévoles et entouré des photographies d'Ernest Paul. Na mwana timpamusi bonga njira ya nzambi kweta kwenda isawasala salama na kutaja benkanke kwa ya mondele na mwana timpamusi